Cet épisode de E égale RG2 est une présentation du Saloon Le Pied Tendre. Le Saloon Le Pied Tendre, la référence en 7 carrés depuis plus de 40 ans à l'ouest du Pécosse. Profitez de nos rabais sur les torboyaux lors des soirées karaoké ou piano mécanique. Visitez notre nouvel espace de plus de 7 pieds carrés pour vos soirées Square Dance. Réservez en ligne ou téléchargez notre application. Bonsoir et bienvenue à E égale RG2. Mon nom n'est pas François Anger, mais Tania Beaumont en remplacement à l'animation. Mais je ne suis pas seule parce que je ne pourrais passer à travers tout ça sans nos acolytes. Olivier Morissette, bonsoir. Allô, Tania. Guillaume Plante, bonsoir. Allô, Tania. Allô, Olivier. Alors, on est en équipe réduite cette semaine pour parler de bande dessinée parce que c'est la thématique de E égale RG2. C'est ce qu'on fait semaine après semaine. Cette année, on se penche sur des grandes séries de la bande dessinée. On a fait déjà Lucky Luke, on a fait Tintin, on a fait Astérix, on a même fait les Schtroumpfs. J'aurais peut-être pas dû dire grande série de bande dessinée, mais du moins les plus populaires. Et cette semaine, c'est Blueberry. On s'y attaque avec notre 6 coups et nos fusils et nos sabots. Et on a toujours la portion face cachée qui ressort peut-être des boulamites qui sentent plus ou moins, ça dépend toujours, une bande dessinée qui est plus ou moins vieille et on la remet au goût du jour. Peut-être qu'elle a été oubliée, tout simplement pas assez vue. Donc c'est ce qui se passera dans cette première portion d'émission. Et on vous rappelle que vous pouvez interagir en tout temps avec nous sur les réseaux sociaux. Entre autres avec le hashtag MatraqueMolle sur Twitter, qui est encore libre. Ben oui. Il y a encore beaucoup de place. Plein de place dans le hashtag. Et on vous invite aussi à aimer notre page Facebook qui est RGCKRL. Vous allez nous retrouver assez facilement. On vous pose entre autres la question si la BD Blueberry est meilleure avec de la crème 35% ou de la crème glacée. Ouais. C'est dangereux de la crème glacée, hein? C'est dans le désert, ça, Blueberry, là. Fait que... Oui, ça va fondre assez rapidement. C'est vrai. On attend vos réponses sur un ou l'autre des réseaux sociaux, celui que vous préférez. Mm-hmm. Mais pour commencer, la face cachée. Donc, Olivier, c'est toi qui s'est attaqué à la face cachée cette semaine avec Papa le pot rouge. Ben oui, Papa, je voulais... C'est qui, lui? Ben, premièrement, c'est un personnage qui a été créé par un duo assez bien connu, René Goscinny puis Albert Uderzo, les créateurs de Astérix. Donc, Papa le pot rouge, comme le titre l'indique, c'est un Amérindien. Papa, c'est en fait le premier personnage que Uderzo et Goscinny ont créé, avant même Astérix et Obélix, autour de 1951. Mais... tout d'abord, là, Uderzo et Goscinny voulaient faire une série qui allait percer aux États-Unis. Donc, Papa était un jeune Amérindien, mais dans une réserve là, autant contemporain. Là, puis il affrontait la vie moderne. Là, mais ça a plus ou moins bien fonctionné. Ils ont même essayé d'aller aux États-Unis avec ça, avec les planches, les faire traduire pour les faire publier. Puis ça a été un succès assez modeste. Mais en 1958, ça a été repris. Et là, cette fois-là, le design avait changé un peu. Là. On était en Nouvelle-France au 18e siècle, pardon. Et puis là, on avait une tribu amérindienne duquel Papa est le guerrier le plus puissant. Et puis là, il y a aussi des Français qui sont là. Il y a un camp de Français. Puis il y a une tribu ennemie qui s'appelle la tribu des pieds plats. Ah. L'ennemi de la tribu des Sava, la tribu de Papa. Donc, déjà là, avec les quelques mots que je viens de dire, vous avez compris que c'est un festival de jeux de mots. Dans le fond, si ça a pogné en 1958, si ça a commencé à être publié, est-ce que c'était un petit peu poussé par le buzz d'Astérix? L'histoire le dit pas, là, c'était publié au journal Tintin. Okay. Tandis que Astérix lui était publié chez Pilote à cette époque-là. Puis en 1961, là, il y a eu un référendum. Là, il faisait ça périodiquement dans la revue Tintin pour savoir quelle était votre série préférée. Et puis Papa s'est retrouvé 11e. Et il n'y avait que les 10 premières séries qui continuaient. Donc ça a été un beau prétexte pour arrêter. De toute façon, Goscinny et Uderzo travaillaient fort là, sur Astérix. Donc là, ça a été...
Ça a été bien pour eux. Ils étaient bien contents, je pense, de laisser aller le petit pot rouge. Puis, il y a 5 histoires, mais il y a 3 albums là, qui sont édités par Zargo, là, présentement, qu'on peut retrouver. Puis même un intégral aussi. C'est une BD que, sur le style, là, on va reconnaître la plume. Donc, on est vraiment dans Astérix. Là. C'est le même dessin, là, mais c'est la même équipe créatrice aussi. Là. Les jeux de mots sont peut-être moins efficaces. C'est peut-être... on sent là, que les référents étaient moins maîtrisés là, que par rapport là, à la société française. Là, c'est certain. Fait que c'est un peu redondant. Là. On voit souvent les mêmes choses. Puis... Mon papa est très, très puissant. Là. C'est vraiment le guerrier le plus fort. Là. C'est une espèce de grand Indien très, très rabaraqué avec des petites lulus. Fait que c'est comme si peut-être Lucie de Snoopy là, s'était réincarnée en grand Amérindien très fort. Donc, ça donne un look un peu surréel. Là. Mais c'est drôle d'avoir voulu percer aux États-Unis avec ça. Il me semble que c'est un peu bizarre. C'est comme si on allait au Japon et dire, regardez, je vous ai fait un manga, c'est sûrement meilleur que les vôtres. Ben oui. Avec vos référents et votre culture. Non, c'est ça. C'est comme si on était dans la Bretagne armoricaine, là, mais avec des Indiens. Là, les paysages, là, c'est pas tout à fait ça. Alors là, je pense plus que Goscinny a visé le plus bas comme un dénominateur. Là. Ouais, vous connaissez ça, les Indiens? Je connais ça, les Indiens. Vous voulez une BD d'Indiens? Mais ça n'a pas marché. Ben non, ça a pas vraiment fonctionné. C'est sympathique, là, mais ça reste là, une lecture... Là, c'est moins drôle qu'Astérix. Là. Ça, c'est dur. Le personnage secondaire, là, c'est un Français qui s'appelle Hubert de la pâte feuilletée. Et puis... Ça va aller chercher ça loin quand même. Bon, les noms là sont tous assez... en plus, c'est une tribu amérindienne. Là, c'est tous des gros bisons, puis des œils qui voient pas loin, puis des Indiens à une dent. Là. Ça, c'est le nom. Là, c'est le prénom. Hein, Puis au début de Papa et le pot rouge, là, il y a un autre personnage là, qui dit souvent de la pâte feuilletée, puis je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était le prénom le nom de famille du personnage. Je disais, mon Dieu, ce patois-là est un peu surprenant. Ben non, c'était un nom de famille. Finalement. Mais est-ce que le scénario est quand même bien fait? Parce que c'est quand même une des forces aussi du duo dans Astérix. Là, les histoires se tiennent aussi. On a des belles péripéties. C'est un peu moins là. C'est un peu moins là. C'est des histoires très courtes. Là. Tu vois, ça, c'est un format traditionnel là, que j'ai dans mes mains. Mais il y a 2 histoires là-dedans. Là. Fait des histoires assez courtes. Pas très développé, là. On est loin d'Astérix quand même, là. Parce que depuis le début de la saison, dès qu'on en a la chance, on dit Goscinny, Cierget, il a inventé le tas. Parce qu'on a fait quelque chose sur le tas. Goscinny aurait inventé la coche. Ouais. Alors, parce que tout ce qu'il faisait était sa coche. Alors, ce serait moins le cas pour Papa. Ouais, je dirais que la coche était encore... peut-être une demi-coche. C'était le brouillon de la coche. Ouais, une cochette. Ouais. Ou un cocher. Je constate que c'est vraiment le nom de personnage le plus fun à dire. Papa. Papa. Et puis, fait à savoir, son papa s'appelle Papa et sa maman s'appelle Ma Papa. Mais il y avait comme vraiment, on dirait un brouillon, on dirait des tests. Genre, on va aller le plus loin qu'on peut dans les noms, puis après ça, on va s'enligner. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Ouais. Puis on peut finir avec un petit trivia. On voit Papa dans un des films de Astérix. Dans Astérix et les 12 travaux. Lorsque Obélix lance le javelot. Non, c'est lui. Le javelot fait le tour de la Terre, puis on voit une tribu amérindienne. Là, on le voit là, fugitivement en train de frapper un Britannique. Ouais, je pense qu'on le voit. Je pense qu'il tient un autre Indien ou un Britannique par la jambe, puis il donne des coups par terre. C'est ça, il est très grand. Il y a deux petites couettes, là, puis il y a un pagne avec un puma rouge là, dessus. Là. Non, mais c'est Papa. Ça, c'est l'autre qui lance le javelot et qui atterrit en Amérique, c'est ça? Hein? Ben, le premier atterrit en Amérique, mais le deuxième fait le tour. Celui d'Obélix fait le tour de la Terre, puis là, le lanceur de javelot court devant. Là. Ouais. Oui, c'est ça. Le premier, il provoque une guerre civile entre 2 tribus, et après ça... Kermès le Perse traverse l'océan. Puis on voit ça. C'est là qu'on voit Papa. Mais c'est un bon clin d'œil parce qu'on a pas l'impression que c'est un personnage qui avait une vie auparavant. Ben ouais, mais il y a 5 albums de vie. Donc, c'était connu ou pas, Guillaume? Est-ce que tu savais que ça existait? Oui, on l'avait sur nos rayons, mais c'est pas de quoi qui sortait terriblement. Il y en a peut-être quelques-uns qui étaient intrigués. Il y a Astérix, puis le dos a fait ça aussi. Ah ben... Mais bon, on a rarement sorti un tome 2, disons. Donc, si François est avec nous, probablement qu'il l'avait pas chez son cousin. Son cousin ne devait pas l'avoir. Non, celui qui avait des bonnes BD. Ouais, ça reste sympathique, là, mais
Prenez-le à la bibliothèque, là, puis ça va être bien correct. Vous allez voir le beau dessin puis de Uderzo, là, puis... Faites comme nous, prenez les livres à la bibliothèque. C'est ça, encouragez vos bibliothèques locales. Empruntez-le, puis redonnez-le tout de suite après. Là. Soyez bien coquilles, là. Je vous le redonne. Donc, ça peut être intéressant quand on veut peut-être s'attarder à, des fois, la genèse ou les premiers projets d'artistes qui sont vraiment très connus. C'est carrément ça. On peut voir, je dirais pas les bases de ce qui a été Astérix, mais quand même, c'est un premier pas. Ouais, c'est ça. C'est la première collaboration du duo? Oui, c'est le premier personnage qui ont carrément, travaillé ensemble. Ouais. Voilà. Donc, Papa. Papa, le peau rouge. Papa. J'avoue qu'il est vraiment très, très agréable à dire. Papa. Olivier, merci beaucoup de t'être penché sur... Papa. sur cette bande dessinée, sur cette face cachée. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions de face cachée, n'hésitez vraiment pas sur la page Facebook égale RG2. Vous allez nous retrouver facilement. D'ailleurs, on vous pose régulièrement des questions. Vous pouvez aussi nous tweeter avec le hashtag MatraqueMolle sur Twitter. Donc, on va... répondre une semaine plus tard, bien souvent, à vos tweets, mais on les lit en entier. Il y a encore de la place dans le hashtag. Ah oui. C'est donc le temps d'entendre une chanson avec un lien un peu vague. Oui. Pour ce qui est de cette semaine, on va parler de Blueberry, qui se traduit par bleuet. Ben oui. Tout simplement. Donc, on va entendre mon oncle Serge avec le lac Saint-Jean. Éradiquer la faim sur la terre peut sembler une chose difficile à faire, mais ce serait tout de même un jeu d'enfant, une bagatelle comparativement à enrayer la soif au lac Saint-Jean. Toute l'année à regarder cette étendue d'eau, les Janois se disent devant ce tableau: s'il y a tant de liquide dans cet immense trou, c'est qu'il n'y en a peut-être pas assez en nous. Alors, terrorisés par la perspective de mourir de déshydratation sur la rive, pâles et tremblants, les habitants du lac se rendent au dépanneur pour s'acheter un six-pack. Tout le monde connaît à Saint-Félicien le pouvoir des bottes à Noël Fortin. Quand on les choses, on peut se mettre bien chaud et on reste debout comme un poteau. Voilà Peter Paul qui chancelle, mais dès qu'il met les bottes de Noël, il se met à marcher bien droit devant. Il se met même à marcher sur le lac Saint-Jean. Arrivé au milieu du lac, les lacets deviennent plus slack. Fuck, Peter Paul perd sa botte drette et le taouin tombe dans l'eau frette. La mort emporte notre pauvre homme sous, et dans l'eau dont il aimait si peu le goût, sa dépouille infuse et en un rien de temps, le taux d'alcool du lac monte à 40%. Oh oh! Boire autant et avoir si soif, quelle aurait été son épitaphe s'il est mort pour vrai, mais... Le cadavre du bleuet ivre, dans sa macabre dérive, passe devant le contingent des nageurs participants à la traversée du lac Saint-Jean. Poussé par la vague immense, soulevé par les nageurs les plus en avance, c'est la mort qui, le premier, atteint la ligne d'arrivée. La foule en délire acclame la victoire du corps sans âme, et sous les épées bourras, l'orchestre entonne le haut Canada. Au Canada, ben voyons donc, indigné par une telle provocation, notre homme ressuscite et se rue sur la fanfare, prouvant que le séparatisme n'est pas encore mort. Peter Paul décime l'orchestre au grand plaisir de la foule en liesse, puis il s'en va direct à la brasserie pour terminer la brosse qu'il n'avait pas fini. L'on a bu ben du Baby Doc, Peter Paul a chanté avec son groupe de rock, puis il a dansé jusqu'au petit matin avec d'un pied les bottes à Noël Fortin. Quand ils seront morts, Peter Paul et tous ces bleuets imbibés d'alcool, leurs fantômes iront pour toujours boire de la bière au bord du village fantôme de Val-Jalbert. Moi qui viens de Ville-la-Salle, je n'aurais pas une mort aussi idéale. J'irais probablement manger de la semoule avec les fantômes des ciques et des tamoules. Mais je garde dans le cœur des sentiments chaleureux pour les gens du lac Saint-Jean, les Tremblay, les Fortins, les Langevin et Peter Paul qui chante ce refrain. Toute la gang, ils auront cette épitaphe. Oh, oh,
la gang, ils auront cette épitaphe. C'était mon oncle Serge avec le lac Saint-Jean qui est notre lien cette semaine pour parler de Blueberry. Évidemment, un clin d'œil aux Bleuets qui font partie de l'équipe d'ailleurs. Olivier Morissette qu'on salue. Allô? Qui est officiellement le vrai Bleuet. Un Bleuet. Ouais, les autres, on vient du Saguenay, donc on est peut-être un autre petit fruit. Puis Guillaume Plante, Québec, il n'y a aucun fruit associé à ça. Il y avait des gadelles dans ma cour quand j'étais jeune. Je suis une gadelle. Une fois par année, il y a des pommes de l'île. Oui, non, c'est vrai c'est quand même dans la région. Donc cette semaine, on parle de Blueberry. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas sur la page Facebook égale RG2. On vous a posé d'ailleurs la question, est-ce que la bande dessinée Blueberry est meilleure avec de la crème 35% ou de la crème glacée? Alors n'hésitez pas à vous prononcer sur le sujet. Et sinon, sur le hashtag MatraqueMolle, on salue les gens qui sont à l'écoute, entre autres Duguay G, qui nous trouve un peu sérieux, mais qui rigole bien en nous écoutant. Alors, on espère, parce que c'est un peu ça l'objectif, en vous rappelant que vous pouvez nous écouter sur iTunes et même sur Google Play. Ben oui, pour les quelques ceux que ça concerne. Ceux qui arrivent peut-être à télécharger Google Play, faut-tu le télécharger? Je sais pas non plus. Mais sur iTunes, ça marche bien. Oui, c'est facile sur iTunes. C'est si convivial. Ben oui, on peut donner des étoiles en plus. C'est vrai, on peut faire ça. Dans les rangs. Ouais, donc n'hésitez pas à en mettre 5 et on vous on sera reconnaissant pour le reste de la saison. Ouais, on a quelques 5 étoiles, notamment de F. Angers et de O. Morissette. Des fidèles auditeurs. Je pense que T. Beaumont aussi y a ajouté quelques étoiles. Mais en tout cas, donc n'hésitez pas à le faire. On est et en balado aussi sur la page directement de CKRL. Ben oui. Si vous avez envie de nous retrouver dans la section de la programmation avec E égale RG2. Alors Blueberry, on sait que ça existe, mais qu'est-ce que c'est, Olivier Morissette? Oui. Raconte-nous ça. Ben, premièrement, c'est une série franco-belge. Hein? On vous l'apprend tout de suite. Encore une fois, qui se passe aux États-Unis, par exemple. Oui, encore une fois. Une fixation. Mais là, en tout cas, c'est quand même maîtrisé. Là. Oui. C'est Jean-Michel Charlier qui est là au scénario, et puis c'est Jean Giraud qui s'occupe du dessin. Jean Giraud qu'on connaît aussi là, sous le pseudonyme de Gire ou de Mobius. Donc, c'est une série qui met en vedette Mike Donovan, dit Blueberry, qui est un officier de l'armée dans le temps de la guerre de la Sécession. Là. Les aventures de Blueberry commencent aux alentours de 1867 là, dans la temporalité de la série. Quoique après ça, il y a eu une série alternative qui parlait de la jeunesse de Blueberry, là, mais on situe ça là, environ au début de la série vers 1867. Blueberry, c'est un genre de... C'est un anti-héros, hein? C'est un personnage... Je me suis posé la question, es-tu gentil, Blueberry? On l'aime-tu, Blueberry, ou on l'aime pas? Ben, il y a des histoires intéressantes, là, mais effectivement, c'est un peu un renégat, et gambler, un menteur. Sur la page Wikipédia, on dit même pouilleux. Là, j'ai pas vu de poule dans les livres. Là. Mais il y en a probablement. Ben dans OK Coran, là, il passe à Mister Blueberry. Là, il est bien checké, il est en veston, les cheveux sont lichés, mais dans la balade pour un cercueil, je pense que là c'est sa phase où il est pas propre. Là. Ouais. Non, il est bien crotté. Là. Il y en a de la tignasse après ça. Hein? Blueberry, c'est comme tout ce que Lucky Luke est pas. Il tire pas plus vite que son ombre, mais il tape sur les madames. Oui. En tout cas, ça arrive une fois. On pourrait y revenir. Il était inspiré, là, semble-t-il, là, de Jean-Paul Belmondo, mais aussi de Clint Eastwood. Ça explique les plis dans la face. Oui, c'est ça. Même Kate Richards. C'était une inspiration connue de... Kate Richards, mais aujourd'hui. Peut-être. Ouais. Donc, c'est ça. Charlier, quand il commence la série, là, le magazine Pilote voulait un western. Puis lui, il cherchait un dessinateur. Puis finalement, c'est JG qui lui a dit « Ah, ben tu pourrais prendre mon assistant. C'est un certain Jean Giraud. » Fait que là, ils ont commencé à travailler ensemble. Le premier numéro, en fait, la première apparition dans Pilote, là, c'est en octobre 1963. Là, les albums se sont succédés là, toujours dans Pilote. Puis Charlier, il meurt en 1989. Puis là, il y a un certain François Corlegiana qui reprend le scénario, puis qui fait la série alternative qui s'appelle La jeunesse de Blueberry. Donc là, ensuite, le Giraud là, va reprendre la série principale là, à lui tout seul.
Puis le fils de Charlier va l'aider aussi dans quelques épisodes. Là. Mais il y a une année, là, vers la fin de la série, là, Giro, on en reparlera tantôt lorsqu'on parlera d'Hockey Choral, là, rentre un petit peu de mysticisme, là, puis un petit peu de fantastique dans la série, là, puis ça plaît pas vraiment à Charlier. Parce que Giro, c'est ça, il a commencé avec Blueberry. Ça, c'était avant qu'il devienne, on peut dire, rien de moins qu'une légende de la BD de science-fiction. Ben oui, c'est ça. Il en a fait, là. Il a touché à tout. Là, il a inspiré quoi? Il a inspiré Alien, il a inspiré beaucoup de choses. Ouais, puis même reconnu aussi au Japon, là, par beaucoup de sci-fi japonais aussi. Là, Taniguchi là, disait d'ailleurs que c'était un maître. Là. Donc, il existe 4 séries, comme je le disais, de Blueberry. Il y a la série principale Blueberry, il y a la jeunesse de Blueberry, Marshall Blueberry, et puis Mr. Blueberry, là, ce qui est dans lequel Hockey Choral là, apparaît. Mais c'est tout le même personnage. Ouais, c'est toujours lui, mais à différentes époques là, de sa vie. Il y a 28 albums là, qui sont édités présentement par Dargo. Dargo a tout repris les albums qui avaient été disséminés dans les différentes séries là, en 2003. Puis là, il édite tous les albums présentement. Alors, pour nos auditeurs, j'avoue que le titre peut porter à confusion. C'est un monsieur. C'est pas un bleuet avec un chapeau de cow-boy. C'est un monsieur. Il a des jambes, il a des bras. C'est un être humain. Quand on tire dessus, c'est du sang qui sort. C'est pas du jus. Ben non. Est-ce qu'on sait d'où il vient, son surnom? Oui. Oui, à vrai dire, c'est au début du livre du bon Blueberry qu'on va parler, le meilleur, il y a 18 pages d'introduction pour se mettre en contexte. Et étant l'imbécile de cette émission, je les ai toutes lues. C'est écrit petit, le texte est un petit peu pompeux. On dirait des photocopies de journaux. Oui, ben c'est vraiment un montage, une espèce de scrapbook sur... Dans le fond, c'est comme une grande remise en contexte sur le personnage. Et en gros, il s'est fait accuser à tort d'un crime. En tout cas, c'est ça. Tout le long, ça dit que Blueberry, c'est un crotté. Là. Alors, il dit... Alors, il naît effectivement Mike Steve Donovan. T'sais, Mike Steve. On n'invente pas ça. C'est sûr que tu écoutes ça à table quand tu t'appelles de même. Là. Ouais. Mais en gros, il a fini par se faire accuser d'un crime qu'il n'a pas commis, comme toujours, et il se fait chasser. Il doit quitter son État. Il a dit, c'est même marqué qu'il faut idéalement qu'il se mette 2-3 États entre lui et ses pourchasseurs. Alors, éventuellement, finalement, il se ramasse à mélanger à la guerre de la Sécession. C'est un homme du Sud, il vient de la Géorgie, sauf que finalement, il se rend compte que les esclaves, c'est mal, et il décide d'aller du côté des Yankees, sauf que il peut pas donner son vrai nom parce qu'il est recherché. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Un buisson de bleuets, de myrtille. Alors, il demande son nom et il répond Blueberry. C'est quand même bien qu'il n'ait pas vu de l'herbe à puce. Oui, c'est ça. Je m'appelle Mike, carcasse de chat mort. Donc, il était comme chanceux. C'est simple de même. Ben oui, tout simplement. Voilà, donc on a l'histoire du surnom de Blueberry. Olivier, je sais pas si tu as la réponse le plus récent. Quand est-ce que ça s'est terminé ou est-ce que c'est terminé? Là? Ouais, c'est le numéro 28, là, tout de suite après Hockey Choral, là, qui s'appelle Dust, puis qui est sorti en 2005. Puis à partir de là, il n'y a pas d'autre album. Ça a été terminé à ce moment-là. Donc c'est une autre série où on mélange le français avec quelques mots d'anglais pour nous faire croire que les personnages sont vraiment américains. Ah oui, il y a des damn, puis des hell, puis on en a beaucoup encore cette fois-ci. On y croit. Ouais. Guillaume, qui est le lecteur type de Blueberry? Des cow-boys de Jonquière. Nous serons brefs. Tout simplement. Tout simplement. Ben, en fait, on s'en attendait un peu. Ouais, ça va. Je pense qu'il va y avoir une joke de petits fruits qui vont venir beaucoup ce soir. Attelez-vous. Ceux qui n'aiment pas les fruits, là, changez de poste. Mais non, c'est super bon ce qu'on fait. Enfin, on mélange mes deux passions, bande dessinée et fruits. frais. Mais est-ce que vous connaissiez la bande dessinée? Est-ce que vous l'avez déjà lue? Ça vous disait quelque chose? Je l'avais pas lu personnellement, mais c'est ça, j'en avais entendu beaucoup parler. Puis je sais que c'est Mobius, c'est une grosse huile dans le monde de la BD. Alors je m'étais dit, je vais checker ça, ce que j'ai finalement jamais fait. Ouais, moi j'en avais lu un peu aussi. J'en avais lu quelques-uns là. Il y a certaines histoires là qui sont des cycles de 2-3 albums là, puis qui ont été rassemblés ensemble en un album là, qui comble tout le cycle. J'en avais lu un autre. Ça m'a laissé la même impression que cette fois-ci. Ouais.
Moi, je savais que ça existait, mais n'étant pas nécessairement une vraie fan de BD, non, de western, j'étais pas nécessairement attirée, et je vous dirais même pas par les couvertures. Souvent, on va faire un choix comme ça. Donc, j'étais pas nécessairement attirée non plus par Blueberry, par son dessin et tout. Voilà, donc c'est dit. On a lu le meilleur et pour le pire, c'est le concept de l'émission. Donc, on a demandé à l'Internet en général quel était le meilleur et quel était le pire. On a fait le tour de quelques sites qui font ça dans la vie, donner des notes à des bandes dessinées. On a décidé de prendre celle qui était la mieux cotée et la moins bien cotée, ce qui fait que la meilleure, c'était Balade pour un cercueil et la moins bonne, Hockey choral. Donc, c'est dans la série Mr. Blueberry. Donc là, on est plus dans sa vie propre, dans les mystères Blueberry. Ouais, c'est ça. Puis il est un petit peu plus vieux aussi, là. Il semble avoir délaissé un peu là, le gambadage dans les prairies, là. Il essaie de se sauver. Oui, il est rendu plus un peu vagabond. C'est rendu un gambler qu'on l'appelle dans la série. Alors, il se promène de ville en ville pour dépouiller les gens de leur argent si durement gagné. Ouais. Et tomber dans le trou parce que c'est ça la série. Dans le fond, c'est ça. Dans les 18 premières pages de Balade pour un cercueil, comme j'ai dit, c'était une rétrospective. Et apparemment, Blueberry, il a comme touché à tous les événements de l'histoire des États-Unis qui se passaient dans cette époque-là. Il faisait partie d'à peu près tout. Là. Exactement. Il a tout fait. Mais sinon, pour fermer la parenthèse, avant de plonger dans le vif de ces deux bandes dessinées qu'on a lues cette semaine, est-ce que vous êtes des fans de western? Je disais, moi, par exemple, que j'étais pas porté vers ça, à part Lucky Luke, mais tu sais, ce qu'on peut dire que c'est vraiment un western, je pense que c'est plus presque un prétexte pour faire un cowboy avec des aventures, mais moi, c'est pas un genre nécessairement qui va m'attirer. De votre côté, les gars? Moi, j'aime bien. Je suis pas un si gros consommateur de western. Là. J'ai un Blu-ray de Le Bon, la Butte et le Truand qui traîne sur mes tablettes et ça fait 3-4 ans que je me dis OK, faut que je l'écoute parce que c'est tellement bon. C'est bon un western. C'est quand même le fun. Ouais. Des vrais, là. Des vrais de vrais. Ouais, je suis d'accord que les films de Leone, c'est des bons westerns, puis moi aussi, je suis quand on peut se considérer un fan, un enthousiaste, peut-être. Puis aussi, certaines nouvelles séries de westerns. Je trouve que dans les dernières années, les derniers westerns qui sont sortis, les dernières séries de BD de westerns sont très bonnes. Puis peut-être plus rythmées, là, plus bien exécutées là, quand même. Là. On a laissé faire les clichés, mais on développe des vrais personnages intéressants. Ben, ça a l'air de dire que Blueberry n'est pas intéressant, là, mais... On s'attend peut-être à la personnalité du personnage un peu plus, à sa psychologie. Ouais, c'est ça. Puis on laisse aller les clichés, là, puis on s'en va dans des trucs là, qui sont franchement intéressants. Il y a des bonnes séries présentement. Là. Parce que c'est un style qui se porte bien à la bande dessinée, évidemment, au film. On a tous une trame sonore d'harmonica en tête quand on parle de western, mais ça se porte bien aussi au dessin et à la bande dessinée. Le style western. Ouais. Super. Les gars, on va dire... Génial! Je suis contente de savoir ça, parce que c'est ce qu'on a lu cette semaine. Mais on va s'arrêter tout de suite, le temps d'une pause, et au retour, on vous parle de ces deux bandes dessinées, le meilleur et pour le pire. On est toujours dans Blueberry. C'est Balade pour un cercueil et Hockey choral. Si vous en avez à la maison, allez les chercher au sous-sol, parce que vous pouvez pas les garder ailleurs que là. Et revenez-nous après la pause pour la suite de E = RG2. CKRL Québec. Défi kayak dégagné, une rencontre inoubliable avec le Saint-Laurent. Du 10 au 13 août prochain, pagayez ou fête de la voile entre Montréal et Québec au profit de jeunes musiciens du monde. Pourquoi participer? Simplement pour relever le défi. Nous aimons tous épater les autres, être fiers de soi, repousser nos limites et rendre la vie plus excitante. Pas vous? Inscription défikayak.org. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. C'est la deuxième partie de E = RG2 à CKRL. Nous sommes en version équipe réduite cette semaine. Olivier Morissette, Guillaume Plante et Tania Beaumont qui sont avec vous pour parler de Blueberry. Je veux quasiment dire malheureusement.
On dirait que j'ai envie de commencer là-dessus. Mais avant l'appréciation générale, on va parler plus en détail des deux bandes dessinées. Donc, la meilleure, toujours selon l'Internet, Balade pour un cercueil. Une bande dessinée qui nous amène à la frontière des États-Unis et du Mexique. Ça se passe un peu d'un bord puis de l'autre. Ben oui. Où on a enterré un cercueil rempli d'argent et on court après. En gros, c'est à peu près ça l'histoire. Messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben oui, c'était une histoire de trésor caché. Hein? On a, Une chasse au trésor. Ouais. Carrément. Ouais. Ça fait penser un peu à, par exemple, le bon, la brute et le truand, justement. On en parlait tout à l'heure. Donc là, quelqu'un sait qu'il y a un trésor quelque part, là, puis on garde les informations pour soi, là, pour pas tomber dans le guet-apens. Et des guet-apens, il y en a dans cette série. Il y en a à la grosse pochetée. D'ailleurs, c'est beau que tu fasses une référence. Justement, il y a beaucoup de références au bon, la brute et le truand. Je sais pas si c'était voulu, comme notamment, à un moment donné, il y a une personne qui sait où le trésor est caché et il se fait horriblement tuer. Et le seul indice qu'il y a, c'est un nom. Alors, il faut trouver une pierre tombale dans laquelle le trésor est caché, exactement comme dans le film de Léoné. Ben oui. Et encore là, c'est chacun a un élément. Donc, il y a personne qui sait tout, se fait tuer. Mais là, sa femme sait qu'il y a un indice caché sur lui. Mais là, il y a juste une personne qui va regarder l'indice et qui le dira pas aux autres. Donc, il y a beaucoup quand même de personne se fait confiance dans cette équipe-là. On regarde un avantage. Ouais. Mais Balade pour un cercueil, c'est le 3e tome d'un triptyque. Alors, il y a comme 2 albums avant qui font une mise en contexte qu'on n'a pas. Alors, c'est peut-être un des éléments qui fait que peut-être que Tania a moins apprécié. Mais pourtant, il y a 3 pages pour nous remettre en contexte au début. Après les 18 pages de mise en contexte globale, il y a 3 pages où, en fait, il y en a 2, où on a presque troqué les carrés de dessin pour mettre des carrés de texte. On les a vraiment remplis, mais... C'est quasiment des cubes. Ben oui, mais je veux dire, dites-nous... Lisez les 2 premiers avant. Il y a quand même 2 tomes avant ça et on les résume en 2 pages. C'est certain que ça va assez rapidement dans l'histoire et que oui, et il nous manque des éléments, mais on le sent qu'on arrive en plein milieu de quelque chose. Ça, c'est certain dès qu'on commence l'histoire. Ouais, puis en même temps, l'histoire est pas très compliquée non plus, donc on peut quand même embarquer dans la diligence pendant qu'elle roule. Là. Ça, c'est clair, mais c'est sûr qu'il nous manque des éléments là, pour bien saisir toutes les histoires là, qui se passent entre ces personnages-là, parce qu'il y a quand même plusieurs personnages là, qui s'affrontent. Là. On a Blueberry et sa bande, accompagnés de la femme de celui qui a caché le trésor, là, la femme de Trevor, qui s'appelle Chihuahua Pearl. Oui, la perle de Chihuahua. Ouais. La ville, là, pas le chien. Pas le chien, ouais. Ben oui. Qui est une genre de danseuse. Hein, une chanteuse de cabaret, danseuse, diva. Ouais. En tout cas, elle porte quelque chose de court avec des bas hauts. Ouais. Mais est croche. Ben quoique, c'est un peu superflu de dire ça parce que dans cette BD-là, tout le monde est croche. Tout le monde a une sale gueule. Tout le monde veut tuer tout le monde, même ceux qui sont de leur bord. Moi, ça m'a pas déplu, ça. C'est vraiment... Il n'y a pas de gentil. Non, il n'y a pas de gentil. C'est ça, là, on parlait, je disais tout à l'heure que Blueberry, c'est tout ce que Lucky Luke est pas, mais ça s'applique à la série aussi. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, c'est pas... C'est le pire qui arrive dans Lucky Luke, c'est une bagarre, là, puis quelqu'un qui a un œil au beurre noir. Non, là-dedans, le pire qui t'arrive, c'est que t'es sur un pont qui explose, tu te fais ramasser par le courant, puis on te trouve 3 pages plus loin. Hey, le cadavre qui ressort de la rivière. Voilà. C'est trash. C'est quand même intéressant parce que c'est ça, tu sais, dans le temps des cowboys, c'était pas le fun vivre. Bon, on mourait jeune, mais Olivier, tu parlais des clans. Ben, il y a le clan principal, là, on va l'appeler comme ça, celui de Blueberry, avec la femme. Il y a aussi les vrais méchants. Ouais, je dirais les vrais méchants, ouais. Avec Garfield. Oui, oui. Il y a un gars qui s'appelle Garfield. Il aime pas les Lutz. Garfield, Vigo, Kimball et... Finlay. Et ils ont toutes des sales gueules. Ah oui. Je pensais que Vigo, il était avec les bons. J'étais un peu mêlé. Et il y a aussi la police mexicaine. Ouais. Qui est dirigé par est-ce que c'est un général Lopez? Général Lopez?
L'excellence, il l'appelle excellence. Oui, il l'appelle l'excellence. Ouais. Ouais, puis il a une sale gueule. Lui ici, il a une sale gueule, puis il est accompagné de son armée. Qui ont tous des sales gueules. Et au final, il y aura aussi la police américaine avec le shérif. Ouais. Mm-hmm. Oh, sale gueule. Ouais, Qui ont des sales gueules. C'est ce qu'on peut retenir, mais les sales gueules, personnellement, m'ont dérangé à la lecture de ça. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de détails dans les visages. On a l'impression que c'était le HD avant le temps. On a beaucoup trop de détails dans ces sales gueules. C'est vrai que tout le monde a l'air un peu fâché. Je trouve que aussi la diva, la femme, les émotions... dans sa face, fonctionne pas avec les émotions qu'elle véhicule. Ouais, à un moment donné, elle veut tuer quelqu'un, puis elle a comme le gros cheese dans la face. Ouais, c'est comme si on n'avait pas su dessiner les émotions dans la face d'une femme. Ouais, c'est ça. C'est comme si on l'avait trouvé, genre, chez Madame Tussaud. Puis elle est là, puis elle a une expression qui est pas toujours à propos, mais qui existe. Non. En fait, moi, je vous le dis, j'ai eu de la misère un peu avec tout, avec les faces des personnages, avec l'écriture qui est assez difficile à lire. En tout cas, j'ai trouvé qu'il fallait s'habituer. Il y a des L qui sont très très collés des fois sur des lettres et ça rendait le texte un peu plus difficile. Et même les couleurs, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. C'est très criard comme couleur. C'est vraiment là, on se croirait chez American Apparel. De bande dessinée, mais j'ai beaucoup trop de couleurs aussi. J'ai vraiment... en plus, on tombe dans le 3e du triptyque, comme on le disait. Ça a été difficile d'embarquer dans la diligence, comme on le mentionnait tout à l'heure, de mon côté. Ben oui, c'est pas laid, mais effectivement, c'est très saturé. Il y a beaucoup de couleurs. Des fois, ça me semble fait à l'aquarelle ou la gouache, puis il y a certaines sections qui sont blanches beaucoup aussi. Là. Donc, effectivement, des fois, quand le dessin est chargé, là, on se perd un peu l'œil là, dans tout ça. Là. Alors qu'en page 65, par exemple, il y a une vue de haut d'une rivière. En fait, c'est la rivière qui traverse la frontière entre les États-Unis, le Rio Grande, entre les États-Unis et le Mexique. Puis c'est superbe, vraiment un très très beau paysage où là les couleurs sont peut-être adéquates, alors que à d'autres moments c'est un peu plus criard, comme on le disait. Oui, mais personnellement, moi, je trouve que Moebius, c'est un incroyable dessinateur. C'est ça, tous les détails que tu trouvais qui accrochaient. Oui. Moi, je trouve que c'est parfait. C'est tous des cowboys qui, du sais je le répétais, ont des sales gueules. Et Giraud, je vais pas dire Moebius, là, mais Giraud le rend très bien. Ils ont vraiment des visages horriblement expressifs. Même le Blueberry, qui devrait être un peu le beau bonhomme, même lui, il a l'air un peu défaite. Il a le nez cassé, il est mal rasé. Je trouve ça quand même vraiment intéressant. Mais c'est certain que c'est un style qui me plaît pas à moi, là, vraiment. C'est pas une critique envers la bande dessinée, mais personnellement, non, parce qu'il y a un des personnages, je pense que c'est Vigo, justement, sa tignasse a tellement l'air épaisse, j'ai envie de mettre mes doigts dedans, là. On le sent. Il y a la texture dans le dessin, donc ça, c'est certain que c'est assez difficile de le critiquer, mais personnellement, j'ai eu de la misère. Par exemple, dans l'histoire, une fois embarqué, l'histoire va bon train et on suit l'aventure. On parlait des péripéties tout à l'heure, des embûches. Il y en a beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y en a trop? Ouais, c'est embêtant. Le scénario est quand même... On se perd pas, par exemple. Non, on se perd pas. Puis, c'est un 80 pages, de ça, donc là, on avait beaucoup de temps quand même là, de développer tout ça. Là. Mais effectivement, on dit pour un cercueil, là, mais on a comme 2-3 cercueils potentiels là, dans cette histoire-là. 80 pages, mais le corps est au début pour dire c'est qui Blueberry. Non, c'est vrai. Faut pas l'oublier. C'est écrit petit. C'est écrit très petit. Très petit. Mais il y a aussi des repères temporels assez souvent. Donc, on veut être certain qu'on comprenne que ça se passe cependant, que ça se passe 20 minutes plus tard. Je sais pas si vous avez remarqué. Non, belle observation, par contre. Ouais, c'est ça, dans l'espèce de case du haut, ouais, là. Je regarde entre-temps. OK, ouais. Or, précisément, à Tacoma, et il y en a assez régulièrement comme ça pour qu'on soit certain de suivre la temporalité. Surtout, cependant. Ouais, il y a même à la page 35, là, il y a lorsqu'ils sont dans la chapelle, là, puis qu'ils trouvent là, finalement le mausolée où est-ce qu'il y a le cercueil, là, il y a quelques instants plus tard, et puis la case d'ensuite, c'est « et bientôt ». Donc là, il y a à peu près, là, entre les deux événements, là, 2 minutes.
Oui, mais on veut pas nous perdre, assurément, on veut pas nous perdre dans le temps. On l'a bien fait dans la bande dessinée. Parce que là, il trouve une grosse pierre, puis là, comment ça que Blueberry est rendu en chemise puis qu'il enlève la grosse pierre, tu sais? Ben là, on comprend que c'est 2 minutes après. Là. C'est pas un flashback. Non, c'est ça. Guillaume, j'ai une question pour toi. Oui. On se rappelle que l'an dernier, et Dieu est à paix d'esprit, t'as calculé les sabords avec la sabord métrique. C'était dur, mais je l'ai fait. Avec le capitaine Haddock, donc par exemple 1000 milliards de 1000 sabords, alors que là, dans Blueberry, il y a souvent 1000 putois. Je me demandais si t'avais calculé les putois de Blueberry. Ah, wow, j'avais pas remarqué. c'est le patois qui revient assez régulièrement, 1000 putois. Oh. Ouais, c'est l'ami de Blueberry là, qui a un très gros nez, là, qui dit toujours le mot guignol. La gnôle. Et qui veut de la gnôle. Guignol. Et c'est on parle de boisson. de boisson. Ouais, Non, voilà. j'ai pas eu le flash. Je pense que le fait d'avoir autant compté de sabords l'an passé fait en sorte que dès que je vois le mot 1000, je le censure automatiquement dans ma tête. Ouais, t'es rendu imperméable aux chiffres. D'ailleurs, je vois une pâtisserie puis je vois juste des feuilles. Ça t'a pris beaucoup de gnôle pour Ouais, j'aime oublier. bien la vinaigrette île. Et la rivière des îles aussi. Ouais. Voilà. Donc, balade pour un cercueil. Le meilleur, selon Internet. Là, je suis à la page 34 parce que je vois Blueberry sacrer une claque on n'a pas à parlé. Chihuahua Pearl. On n'en a pas parlé, justement. Là. Ça, c'est le genre d'affaire que je préfère oublier aussi. Une tarte aux phalanges. Ils ont comme enterré un de leurs amis, puis Chihuahua Pearl dit « OK, ouais, c'était un moté. » Dans le fond, la case d'après, Wesh-lac! chouac. L'onomatopée est chouac. Elle te mange une claque en pleine face. Ouais, il est pas cool, Blueberry. Non. C'est un anti-héros, mesdames et messieurs. C'est pas un modèle sur lequel calquer votre descendance. C'est pas un gentleman. Non. Non. Est-ce que ça fait le tour pour balade pour un cercueil? Ben oui, une lecture pas si mal, mais c'est ça, il faut aimer le style, je pense. Ouais. Ouais. Non, c'est un bon western. Oui, c'est un bon western. Tout le monde finit paumé, trahi. Ouais, c'est ça. Si vous aimez Personne gagne. les histoires qui finissent bien, puis l'optimisme, là, allez ailleurs. Ouais, parce qu'il y en aura pas beaucoup là-dedans. Donc, c'était la meilleure selon Internet balade pour un cercueil. La moins bonne, pour ne pas dire la pire, hockey choral. On est dans la série Mystère Blueberry. C'est paru donc début des années 2000 cette fois-ci. Ben oui, là, Blueberry a les tempes grisonnantes et s'est acheté une bouteille de pommade. Parce qu'il a les cheveux bien ramassés, là, comparé à sa tignasse. Hirsute Ouais. auparavant. Ouais, un Blueberry avec de la pommade, c'est une croustade. Donc, le hockey choral, c'est le nom de l'hôtel, du lieu, en fait. C'est le nom du ranch. Oui, c'est ça, de ranch. Ouais, parce que là, il y a comme une espèce de complot pour attirer le shérif et son assistant dans ce ranch-là. Et puis, il y a un vil personnage qui a engagé là, 2 tueurs à gages, là, 2 spécialistes de la carabine pour tirer sur le shérif et son acolyte. À vrai dire, la fusillade à Hockey Choral, c'est un événement historique quand même assez connu. Il y a eu plusieurs films qui en ont parlé, notamment Tombstone avec Kurt Russell, Val Kilmer, un très bon western, encore une fois. Alors c'est ça, ça tourne autour de la famille de Wyatt Earp, shérif de la place, et les méchants, la famille, les Clanton, dont le chef qui est Bill Clanton. Je trouvais ça drôle. Et son acolyte George Bish et Barack Ibimi. Les Donc, 2 derniers, c'est pas vrai, je vis dans le mensonge. Oh là là! On aurait aimé ça, par exemple. C'est fait avoir. Mais c'est une histoire, donc, vraie. C'est basé sur une histoire vraie. Oui, ben Blueberry était pas là-dedans. Ni l'homme, ni le fruit. Et je dois répéter encore une fois, mesdames et messieurs, que ce n'est pas un fruit, c'est un monsieur. C'est un cow-boy monsieur. C'est pas un cow-boy... c'est pas une baie. Non. Ce n'est pas ce qui a inspiré le personnage de Sagami au Saguenay.
Non, Sa ça, bedaine bleue. c'est un référent que Seul- nos auditeurs européens ne comprendront pas. Seuls nos compatriotes saguenéens, mais ce sera Ouais. peut-être une porte d'entrée pour du tourisme dans la région du Ben oui. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le gars de Voilà. Loretteville, il comprend pas. Non, fallait avoir vécu son secondaire, non, son primaire même, Ouais. au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on est vraiment dans la thématique du bleuet. C'est pour ça qu'on s'en permet. Donc, oui, mais Blueberry qui est rendu un monsieur, on va le dire comme ça. Mais en quoi ce serait le pire selon vous? Pourquoi Internet a décidé ça? Bon, est-ce que c'est... Par où commencer? Ben, moi, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. C'est sûr que j'ai juste 2 trucs de référence, puis oui, j'ai peut-être moins apprécié que Balade pour un cercueil, mais de là à dire que c'est un mauvais album, c'est sûr que si t'aimes pas la série de base, je peux comprendre, Tania. Je lis dans ton regard, tu roules des yeux, tu fais des Baillet, je suis 360 désolé. avec tes iris, c'est correct. J'ai pas trouvé si mauvais que ça, tu sais, références historiques, puis encore une fois, Blueberry, c'est un crotté. Ben là, c'est ça, il est plus propre, là, mais il commence paumé pareil. Là, t'sais. D'ailleurs, j'ai quand même apprécié qu'il y a eu juste 3 pages de récapitulatif au lieu de 18. Ben oui. Mais ça dit qu'en gros, il s'est fait tirer dans le dos à l'album d'avant. Alors, il commence plein de trous. Mais il guérit très, très rapidement. Ben oui, mais sérieusement, il tire avec là, je connais pas mes armes, Ben, là, mais un c'est- fusil au canon coupé, et il Ouais, tire c'est ça. de dos, là. Je veux dire, tu peux pas sortir vivant de ça. Il était à peu près, là, selon la case, là, 2 mètres, 2-3 mètres. Là, Pas loin. Ouais, c'est beaucoup de plomb dans un seul corps. C'est un bout qu'on peut qualifier de portant. Oui. Mais il survit très bien. Même le médecin là, s'en étonne. Il dit, vous cicatrisez à une vitesse phénoménale, mon cher. Bon. Ben, Blueberry en est bien content. Oui, mais ce que j'ai aimé, c'est que justement, je m'étais dit, OK, vont-tu faire le héros invincible? Non, vraiment pas. À la première scène d'action, les blés, ils rentrent, ils pissent le sang dans sa chemise, puis ils retombent dans les pommes. J'ai comme, OK, ouais. Finalement, il y a des conséquences à se faire tirer dessus dans le monde des cowboys. Ben, une chance, parce que Oui. à un moment donné, les autres, ils meurent déjà avec une balle. Ah ouais. Souvent, ouais. Puis lui, il se fait retirer une deuxième fois lors de l'épisode. Là, il se fait tirer dans la tête. Mais la balle effleure sa tempe seulement. Donc là, il a été sonné, mais ça va, il est encore correct. La La balle a ricoché sur le crâne. La fameuse balle qui effleure. Peut-être Ouais. ça qui est arrivé avec ses temples grises, comme 13. Comme 13. peut-être. Ben oui, ben oui. Moi j'ai une hypothèse là, pourquoi c'est peut-être la série, l'album le moins aimé. Là. C'est peut-être à cause des personnages qui sont un peu non crédibles. Là. Il y en a des douteux. Hein? Ouais, il y a des personnages assez douteux, dont On le muet, Oui, on le muet. qui est un... H-O-N, là. Ouais, H-O-N, là, le muet, c'est un gars qui parle pas, sauf en s'exprimant en disant on. Donc, il est pas muet en partant, parce Non. qu'il dit on. Il dit on. Et puis, en fait, même plus tard dans l'album, on apprend qu'il est pas muet pantoute. Il est juste pas très Ben, bavard. je pense qu'il y a peut-être un défaut de langage qui parle pas. Moi, je trouvais ça très drôle parce que dès qu'ils ont dit que c'était on le mieux, je pensais qu'il était juste extrêmement français. Là. OK, tu vas aller tirer. Oh, 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 oui, balle dans la tête. Oh, oh. Mais ça aurait pu être on le peu bavard ou on le dysphasique. Ouais. Ou peut-être qu'il voit juste des choses vraiment cute partout. Là. Genre, il va pour tirer Blueberry, là, fait qu'il voit un petit chat. Oh. Mais c'est vrai que nous, on entend comme on, mais il dit peut-être on. Oh. Peut-être qu'il dit ça. Ouais. Mais celui-ci, je l'ai quand même trouvé moins difficile d'approche, peut-être moins criard dans les couleurs aussi. Je sais qu'on l'a fait un peu plus loin. Les sales gueules sont peut-être un peu moins sales. Ouais, le dessin est Plus un petit peu plus épuré, Ouais. puis la coloration aussi est moins criarde. Là. Mais si on continue dans la série de personnages là, un Oui. peu douteux, il y a quand même le biographe qui, un peu comme les Dupont, s'habille comme les gens locaux, mais manque complètement la cible. Là. Il y a une espèce de de chemise à franges là, jaune pétante. Là, Ah, oui. Il a l'air d'un soleil. Ouais. Et puis lui, il écume les bars de Tombstone en prenant de la bière allègrement. Mais j'avais pas fait le lien avec les Dupont, oui, qui c'est toujours d'avoir la coutume locale. Ben oui, il dit ça, là, le monde, ils disent, oh, t'es habillé de façon criarde. Il dit, ah, faut bien se mêler avec la foule. Mais là, tu parles de personnage douteux. Est-ce que tu vas passer sous silence Johnny Ringo, un homme qui ne plaisante pas?
Un homme qui ne plaisante pas et qui se déguise. Oh my god, on se croirait dans le silence des agneaux à un moment donné, là, où est-ce qu'il séquestre une danseuse. On dirait qu'il y a tout le temps une danseuse avec une attitude dans Blueberry. Là. Oui, c'est ça. Sauf que celle-là a les cheveux foncés au lieu d'être blonde comme dans la balade du cercueil. À chaque fois qu'il se ramasse tout seul dans sa chambre d'hôtel avec la fille, il se déguise avec un costume qui se peut pas. Ouais. Il fait un speech de fils du dragon et il se fait tout le temps interrompre. Fait qu'il est pogné, bon, Motadine. 3 pages plus tard, OK, là, il se met une tête de poulet sur la tête. Je suis le fils du dragon. Toc, toc, toc. Ben voyons, Motadine. Un gars peut pas séquestrer une danseuse tranquille sans qu'on le dérange. Ben oui, puis tout ce qu'il voulait, c'est son scalp. Oui, en plus, c'est... Mais ouais, drôle de... On dirait peut-être des tests. Je teste des personnages dans une série. Je En sais même pas. temps, c'est l'avant-dernier album de la série, fait que c'était peut-être un peu tard pour faire des tests. Non, Ouais. ben, peut-être pour d'autres séries. Ah, peut-être. Ouais, c'était ça. Ouais, je voulais faire une série jeunesse avec un cowboy mexicain fou qui se déguise en tête de mort puis qui séquestre des danseuses. Comme dans Astérix. Donc, Guillaume, selon toi, l'écart entre le meilleur et le pire est peut-être pas si grand que ça. Moi, j'ai trouvé ça quand même rapproché. Moi, je trouvais ça très lisible, OK, Coral. J'ai peut-être préféré Blueberry parce que c'est ça. C'est vraiment... On tombe dans le western cru, dur, pas propre, là. C'est sale. Puis OK, Coral, c'est ça. Ben, c'est encore une fois, il faisait mention que Blueberry il avait fricoté avec tous les événements historiques. Tu sais, OK, Coral se mélange avec ça, avec Wyatt Earp. J'ai comme fait, OK, ouais, j'articule pas. Donc, balade pour un cercueil, on se lave les mains après, là, on s'entend. Ah, oui. Il y a comme une mode de boîte sur l'album qu'il faut que tu tasses pour l'ouvrir. Ça sent la poussière. Là. Ah, ouais. C'est sûr. Olivier, toi, le meilleur, le pire, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, je suis assez d'accord aussi. Ce que j'aurais aimé, là, c'est la facilité de lecture, de la clarté de Hockey Choral, mais avec l'histoire de Balade pour un cercueil. Parce que c'est super beau, les dessins dans Balade pour un cercueil, mais quelquefois, là, ça accroche là, et c'est difficile à lire, tandis que Hockey Choral, c'est mieux. Mais l'histoire est vraiment plus supérieure là, dans Balade pour un cercueil. Donc, je comprends pourquoi là, si je les avais lus à l'aveugle, je t'aurais dit probablement que Balade pour un cercueil était le meilleur, puis Hockey Choral était le pire. Bon, ouais. Mais la différence n'est pas si grande que ça. Là. On en a eu des épisodes de cette saison-ci où est-ce qu'on avait des pires qui étaient pires que toutes. Là. Mais celui-là, c'est un très correct pire. Là. Astérix en était un bon exemple, là, où le meilleur était Cléopâtre, qui était vraiment bon, et le pire avec des extraterrestres dont je veux même pas me rappeler le nom du titre de la bande dessinée pour être sûr de ne jamais la relire. C'est quoi? C'est une série que je pourrais recommander si vous êtes un amateur de western, comme Tania, qui fait juste faire des noms de la tête depuis 45 minutes. J'ai un torticolis. Ah, OK, ouais. Mais adulte, hein? Ah oui, définitivement. Oui, parce qu'on en a fait où c'était peut-être plus jeunesse, adolescent, enfant, mais là, ça, on est vraiment dans la BD pour adultes. À moins que vous voulez que vos enfants jouent à Tape la Madame. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des cases là, qui sont d'une violence rare. Ah ouais, il y a un cheval qui explose. Ouais, ici, là. Balade pour un cercueil, page 50, là, oui. ça, c'est une cage thoracique de cheval. Peux-tu montrer le cheval un petit peu plus mort, genre, OK, pow! Ouais, non, c'est ça. Faut Il est émietté. Là. lecture avertie. Et Guillaume, la pastille de goût, accord BD, breuvage, mets, repas. À vrai dire, la pastille de goût est rude et poussiéreuse. Et comme Mike Blueberry, vous allez boire Motadine ce que vous voulez, OK? Personne dit à Blueberry quoi boire, mais tu vas le boire dans un verre sale, puis après ça, tu sors de chez vous, puis tu vas donner une claque à un Mexicain. C'est une très bonne suggestion. Ouais. Et c'est maintenant l'heure de donner notre propre note à ces deux bandes dessinées. On s'est fié à l'intelligence et au classement d'Internet. Et maintenant, notre système, c'est le goniomètre. Guillaume, rappelle-nous à quoi ça sert, un goniomètre? À mesurer les gognos. Voilà, donc on remet nos gonios. Il y a des gens qui marchent avec des étoiles. On trouve ça un peu trop plate. Nous, on utilise des gonios. Peu importe qui. Ah oui, mais je pensais... C'était une demande, OK. OK, oui, d'accord. Je pensais peu importe qui peut utiliser des gognos. Effectivement, ils sont en vente libre dans tous vos bons vendeurs. Il y en a plein au Bog Barn.
Ouais. Alors, pour Blueberry, balade pour un cercueil, là, moi, j'ai encore beaucoup de gognos là, en banque, là, comparativement à François. Là. C'est économe. Ouais, je vais donner 500 000 gognos. Hein? Autant qu'il y a d'argent dans le trésor des Confédérés. Ah, c'est bon, ça. Et puis, pour Hockey Choral, je vais donner 3 gognos, mais 3 très, très, très gros gognos, là, parce que Blueberry meurt 3 fois dans cet album-là. Donc, les gognos de la résurrection. Ouais, c'est ça. Donc, Okay. c'est des gognos spéciaux. Là. C'est très bon. Guillaume? Oui, pour balade pour un cercueil, je vais donner 75 gognos. J'en aurais donné 150, mais je donne une grosse pénalité parce qu'il a vraiment cogné fort la fille d'en face. Puis ça se fait pas. Sans raison, en plus. Fait Ouais. pas. C'était même pas une réplique assassine, là. Il y avait rien pour lui donner une aussi grosse claque. Mais quel mornif! Faudrait quasiment mettre la photo sur la page. Comme Ah oui, ça, on juste va pas reléguer de ça, maudit ça. bon sens, là. On va le faire. Et Hockey Choral, je vais mettre un petit peu moins, 60. Comme moins bon, mais pas tant. Je la trouvais bien correct, la série. Là, j'ai eu le goût de checker le premier tome du triptyque de balade pour un cercueil, c'est-à-dire Chihuahua Pearl. Fait que je vais peut-être checker ça éventuellement. Ça donne le goût. Chihuahua Pearl ou La fille qui mange une claque. dans 2 tomes. Et de mon côté, ben, je l'ai dit, là, je suis pas vraiment une fan de western. Donc, je vais donner aux 2 la quantité suffisante de gognos pour faire une boule qui va partir au vent et rouler devant le saloon. Donc, j'imagine que c'est entre 75 et 4000 gognos. À peu près ça pour faire une boule qui va pogner dans le vent comme il faut. Là. Ben, ça dépend de la force du vent aussi. Ouais. Donc, il y a tout ça. Donc, voilà pour notre mise de gognos. Et en terminant, on n'a pas le choix de parler de ce samedi, une initiative qui existe depuis 3 ou 4 ans. Je pense que c'est la 4e année déjà. Le 12 août, j'achète un livre québécois et un livre, ça veut dire aussi une bande dessinée. Ça compte. Ça compte. Ça compte. Les gars, des suggestions peut-être? Moi, je sais ce que je vais prendre le 12 août. Je vais prendre Les Premiers Aviateurs de Francis Desharnais. Ah, J'ai quel bon pas choix. encore, mais ça. J'ai juste lu 2-3 pages. Juste la dédicace m'a fait rire. Fait que je vais checker ça. Excellent. Je vois Olivier. Ben, peut-être que je vais en acheter plus qu'un. Je dirais que S'enfuir de Guy Delisle, le nouveau de Guy Delisle, je l'ai pas encore fréquenté. Et puis, Tania, je te laisse aller, puis peut-être après, j'en dirai 2, 3. Ben, moi, je vais donner un choix que j'ai déjà fait parce que Ok. j'ai tendance à les lire comme 1 an et demi après le 12 août et j'avais acheté les 2e. Moi, j'alterne un roman, une bande dessinée. Et cette année, c'est une année de bande dessinée, mais... Très bon, les 2e. Ah, les 2e de Sviane qui est poignant d'émotion. Elle sait jouer avec le rythme, avec les silences en bande dessinée, finalement avec l'absence de texte, vraiment fabuleux. Je l'ai lu récemment parce que je l'ai acheté il y a 2 ans, hein, si je suis ma logique. Et j'étais encore une fois renversé par son talent. Mm-hmm. Olivier, une dernière suggestion? Je dirais L'Automne Rouge. Oui. Encore de Ziane, le baissière des fruits qu'on a failli parler ce soir pour la thématique des bleuets. Si drôle, vraiment drôle. Si vous avez pas lu le baissière des fruits, ruez-vous à votre librairie. C'est la bande dessinée la plus drôle que j'ai lue de ma vie. Encore une fois de Ziane. Et on en a lu beaucoup des bandes dessinées drôles, mais vraiment, vous allez regarder l'épicerie d'un tout autre œil. Ah oui. Alors, on vous partagera d'ici la fin de la semaine nos suggestions bandes dessinées pour le 12 août. On va demander à notre édimestre de le faire, François Angers, qui était absent. On salue aussi François-Jean, qui fait partie de l'équipe, mais qui a malheureusement été enterré dans un cercueil à la frontière du Mexique pour la semaine. Ne jamais aller à Tulum. Il s'est fait déguiser en fille puis a mangé une de ses claques. Voilà, donc on lui souhaite prompt rétablissement. Olivier, Guillaume, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci, Tania. Merci, Tania. Vous pouvez nous réécouter sur Internet. On est sur iTunes, Google Play aussi. Si jamais ça vous tente, allez-y, mettez-nous 5 étoiles et on vous revient la semaine prochaine avec une autre édition de E égale RG2, mais restez à l'écoute de CKRL 89.1. Dans les prochaines minutes, c'est le Bob Trotter. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.